le combat. Ils ont été intégrés, les plus grands tueurs ont reçu des grades, sont devenus colonels et même avec le temps généraux. Ils sont là, ils ont reçu des grades. Et ça, c'est vraiment, on a cru, je pense que les faiseurs de paix, comme on dit, notamment occidentaux, ont cru bien faire. Il fallait arrêter la guerre et il fallait qu'on stoppe tous ces groupes rebelles. Mais en même temps, le signal qu'on a donné, il est terrible. Vous violez, vous tuez, vous répandez la terreur. Un jour, vous serez amnistiés et pour le prix de votre reddition, vous allez recevoir non seulement un uniforme, un fusil, mais un grade et une autorité sur les civils. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Au Kasaï, vous avez des groupes armés qui pratiquent une violence extrême et avec au bout du compte, quand on regarde un politicien à Kinshasa qui négocie son poste de ministre, de responsable en disant « si vous me prenez, moi je vais contrôler les hommes là-bas, moi je vais mettre fin à cette rébellion ». Et donc cette violence a continué pendant 20 ans dans le pays et c'est dû à l'impunité. Impunité due aussi évidemment aux faiblesses de l'appareil judiciaire. Finalement, le seul début de justice qui existe, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, même notamment Thierry Michel, on en a beaucoup discuté, mais pour moi c'est au sein de l'armée. L'armée a quand même essayé de faire les choses un peu sérieusement. Et lorsque les militaires congolais, membres des forces armées congolaises, se rendent coupables de violences à l'encontre des civils, on envoie maintenant un auditeur militaire, on essaye de faire un procès souvent public, afin que les gens puissent assister, et il y a des sanctions, des militaires ont été emprisonnés, passés par les armes, on essaye de reprendre le contrôle de cette armée infiltrée par des groupes rebelles, manipulée par des politiciens en mal de positionnement. Donc l'armée essaye de remettre en place une justice. Par contre, la justice civile, elle est absolument, encore aujourd'hui, au degré zéro, minée qu'elle est par la corruption, par le favoritisme. Dans le film, il y a une scène dans le film où on discute de ces viols, comment on peut l'arrêter, comment on peut déférer les coupables devant la justice. Et il y a une scène du film où, non sans courage, quelqu'un se lève et interpelle l'audience et dit « Mais vous savez très bien que le magistrat ici, le principal magistrat, on l'appelle Monsieur 100 $, parce que vous savez très bien qu'on lui donne 100 $ et on est acquitté. C'est son prix, on l'appelle Monsieur 100 $. Voilà. Et donc, cette justice, elle est très très insatisfaisante, corrompue et tout. Et ça aussi, l'impunité est un gage est très dangereux, ça veut dire que la violence peut se perpétuer. Donc voilà, ça aussi on le voit, c'est un des combats contre Mukwege, un des combats de Mukwege, mais en dénonçant cette impunité, le docteur évidemment s'expose parce qu'il dénonce il dénonce des magistrats corrompus, il dénonce des chefs de guerre qui sont impunis et qui continuent à sévir et qui pourraient très bien se venger. Alors je vais terminer, après on peut peut-être passer au débat sur la situation politique. Malheureusement, il y a quelques années, au moment où on faisait le film, j'avais encore un peu d'espoir pour le Congo et beaucoup d'illusions, un peu d'espoir. Je pensais que ce pays était sorti de la guerre, du cycle de la violence et que maintenant on devait encore, c'est énorme, affronter les séquelles de la violence, affronter le défi de ces enfants soldats, de ces enfants nés du viol, de ces milliers de femmes traumatisées, de cette violence qui se répand parmi les civils, le défi de la corruption, le défi de l'impunité, tout ça restait posé, mais que quand même le pays était sur les voies de la démocratie, de régime représentatif. Donc ça, c'était, malgré les défis, j'avais encore un peu d'espoir. Malheureusement, ces espoirs sont en train de s'atténuer de jour en jour parce que le président Kabila a terminé son deuxième mandat en décembre dernier, le 19
décembre dernier. Et prenons exemple de beaucoup de présidents de la région, il y en a beaucoup, l'Ouganda, Angola, Rwanda, Burundi, Centrafrique, ben bon, les exemples ne manquent pas. Il s'est dit, mais moi, je n'ai que 44 ans, j'ai terminé mon deuxième mandat, et pourquoi ne resterai-je pas au pouvoir plus longtemps? Et donc il essaye de traîner, de s'accrocher, et alors qu'ils ont inventé, le Congo est toujours très très inventif en formule politique, on a inventé le glissement. On ne va pas changer la constitution, on ne va pas promulguer une autre constitution qui permet un troisième, un quatrième ou un cinquième mandat, pas du tout. On va glisser, c'est-à-dire qu'on va prolonger la situation actuelle en la faisant glisser. Rien de plus facile, il suffit de dire qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour organiser des élections. On n'a pas l'argent, on n'a pas l'organisation, on a changé la loi électorale, et puis on n'est pas prêt non plus parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a des troubles, parce qu'on ne peut pas voter dans une région en difficulté, et donc des groupes armés sont apparus comme ça au Kasaï, dans le Bas-Congo, un peu partout, qui vont freiner eux aussi, freiner l'organisation d'élections. La population n'est pas d'accord, la population a manifesté, la communauté internationale a exercé des pressions très fortes, et finalement un accord a été conclu, comme quoi le président s'est engagé à ne pas se représenter pour un troisième mandat et à organiser des élections. Maintenant la question c'est quand va-t-il les organiser? Quand? Comment? Avec quel argent? Et donc on est dans une situation qui peut durer, qui n'est pas nommée. On ne dit pas il veut rester plus longtemps, on ne dit pas on s'engage dans le troisième mandat qui préfigure le quatrième ou le cinquième. Tout ça n'est pas dit. On dit simplement qu'on traîne les pieds, on attend. Et donc ça pourrit. Le diagnostic que moi je porte, c'est que ça pourrit, ça se dégrade, parce que tout est suspendu. La population veut que le jeu démocratique se réalise. L'opposition est en discussion. Maintenant, on a un nouveau Premier ministre qui vient de sortir, mais qui est issu de l'opposition, mais qui est pas tout à fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais qui a accepté de faire un peu le jeu du régime. Donc, il n'est pas, il fait pas l'unanimité, il est contesté. Il est chargé d'organiser des élections. Et moi, je veux bien ouvrir les paris que, contrairement à l'accord disait les élections doivent avoir lieu à la fin de 2017. C'est impossible, ça n'aura pas lieu, on est en mai, rien n'est fait, on est nulle part, l'argent n'est pas versé, le budget a été tout à fait surestimé, et donc elles n'auront pas lieu. Et le problème, c'est que dans ces périodes d'incertitude, ce sont des périodes propices à la violence qui se développe, une violence pour effrayer les gens, pour faire savoir que si vous vous opposez à ce glissement, à ce processus politique, vous risquez votre vie. Et il y a quand même un durcissement, une radicalisation. Et par exemple, au Kasaï, voici un mois, 2 experts de l'ONU ont été massacrés, tués, ce qui ne s'était pratiquement jamais produit. Au Congo, on tuait des civils congolais, mais des expatriés, des blancs, des experts de l'ONU, on ne touchait pas. Eh bien, il y a un mois, 2 experts qui enquêtaient sur des massacres qui avaient eu lieu, sur des fosses communes et des charniers, ont été exécutés, on a retrouvé leurs corps décapités. Là aussi, et je reviens à ce que je disais au début, là aussi, ma lecture, c'est message de terreur. Message de terreur, il y a 20 ans, quand on violait les femmes, parce que c'était pour dire aux villageois « ne bougez pas », aujourd'hui, message de terreur aux locaux, bien entendu, aux Congolais, ne bougez pas, voilà ce que vous risquez. Message aussi à la communauté internationale, si vous envoyez des commissions d'enquête, des experts, des gens qui vont se mêler de ce qui ne les concerne pas, voilà ce à quoi ils s'exposent, voilà ce qu'ils risquent. Et donc cette violence qui avant était circonscrite au Kivu, elle s'est répandue comme un feu de brousse dans tout l'est du Congo, dans les provinces voisines. On a allumé des feux dans plusieurs provinces, et je crains que pour rendre les élections impossibles, dans les mois qui viennent, on aura encore des poches de violence qui vont s'allumer un peu partout dans le pays. Et c'est un
à juste titre, je crois que les observateurs redoutent ce qu'ils appellent la burundisation du Congo. Le Burundi est le petit pays voisin du Congo. Le président n'a pas voulu céder le pouvoir. Il est dans son 3e mandat, il compte en faire un 4e. Mais le Burundi s'enfonce tous les jours dans la haine ethnique, dans la violence, dans le boycott international, dans la crise économique. Et je crains que le Congo s'engage dans la même voie, avec des conséquences qui seraient bien pires. Parce que si vous voyez la dimension du Congo, 80 millions d'habitants, un immense pays au cœur de l'Afrique, si le Congo s'enfonce dans cette violence qui devient presque irrattrapable, cette violence va déborder. Elle va déborder sur les pays voisins, elle peut déstabiliser toute la région. Je crois que c'est Frantz Fanon qui disait le Congo, la forme du Congo, le Congo a la forme d'un revolver, un grand pays avec un petit débouché sur l'océan Atlantique. Il a la forme d'un revolver et s'il s'embrase, il va embraser l'Afrique. Je crois que cette prédiction est toujours vraie et que donc on est dans une situation extrêmement tendue et je regrette un peu que l'attention je vais terminer avec ça, de l'Europe soit tellement braquée sur d'autres foyers de conflit, sur la Syrie évidemment, sur l'Afghanistan, l'Irak, les élections, la politique de Trump, tout ça est évidemment très prenant, mais il y a là un volcan qui est en train de se réveiller et on ferme les yeux, on détourne le regard et j'ai vraiment peur que quand on va se rendre compte, on sera devant une crise humanitaire majeure, une crise politique qui va déstabiliser tous les pays de la région et une énorme gabegie économique également, qui est déjà le cas aujourd'hui à cause de la corruption, des détournements, etc. Et que donc, c'est la parabole de Conrad, le cœur des ténèbres est en train de revenir dans ce cœur de l'Afrique, alors qu'on pensait quand même il y a 20 ans qu'on avait reculé les choses et qu'on allait vers un progrès, que malheureusement ce n'est pas le cas. Et je termine avec ça, des personnalités comme le docteur Mukwege, comme les défenseurs des droits de l'homme, tous ceux qui plaident pour plus de justice, pour tout ça, les défenseurs des droits de l'homme sont aujourd'hui des cibles, des gens en danger. Et je retermine, c'est-à-dire